si Open Zeppelin a un bug, ce qui est très très peu faible, très Ouais. très très peu probable, et que ce bug a des répercussions sur tout l'écosystème, le produit de la probabilité par la quantité d'argent qui s'était affecté est une certaine somme. Et si on regarde un petit projet, il y a moins d'argent en jeu. Peut-être que le risque est plus faible, donc le produit a l'air d'être le même, sauf que en tant qu'utilisateur, moi, si je vais sur Uniswap, je représente 0,001%. Donc Ouais. mon risque à moi, en fait, il est assez faible. Alors que si je vais sur un autre projet qui est un peu plus petit, ma part est peut-être plus importante, et du coup, au final, le risque plus important m'affecte. Hello à toutes et à tous, ici Gary pour le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, j'accueille Adrien Croubois, Smart Contract Engineer chez Open Zeppelin. Salut Adrien. Salut. Merci pour ta venue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours rapidement, hein. Tu as fait l'école normale supérieure de Lyon, puis tu as travaillé quelques années, hein, 3 ans je crois, chez iExac. Et tu as rejoint Open Zeppelin il y a 3 ans maintenant. Open Zeppelin, je ferai un peu les deux pendant C'est pas de l'interview. problème. Yes. On va surtout parler de smart contract aujourd'hui et de l'activité d'Open Zeppelin, de ce que vous faites. Déjà, pour Ouais. commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ben, tu as déjà fait pas mal. Moi, je m'appelle Adrien Croubois, donc je suis un ancien, comme tu l'as dit, normalien. J'ai un parcours académique. J'ai fait mes 2 ans de prépa, maths sup, maths spé, et j'ai intégré l'école normale supérieure dans le département d'informatique, où j'ai beaucoup travaillé sur des questions de systèmes distribués, de décentralisation, mais décentralisation avant la blockchain, en fait, des systèmes un peu à la Septi Atom, à la Boeing, ce genre de choses. J'ai un pied qui est rentré dans la blockchain quand j'étais en thèse, au laboratoire d'informatique du parallélisme. Et mon directeur de thèse partageait son bureau avec Gilles Fedak, qui est donc le CEO de la exec, qui a donc fait une ICO autour d'avril 2017, si je me souviens bien. Et donc en septembre 2017, Gilles a commencé à monter la structure à l'exec, qui a beaucoup grandi depuis. Et à ce moment-là, moi j'étais en train de finir ma thèse, et sur ma dernière année de thèse, j'ai eu la chance de travailler avec lui d'abord sur la conception du protocole à l'exec, donc vraiment une réflexion d'un point de vue recherche sur l'organisation des acteurs dans un contexte décentralisé, les règles du jeu, de comment est-ce qu'on va créer les bonnes incentives pour que différents acteurs se comportent correctement, quelque chose qu'on voit à l'échelle de la blockchain entière, mais qu'on voit aussi dans certaines applications, notamment en DeFi, et aussi donc chez Alexec. Et donc, je suis venu vraiment entrer par ce biais de la réflexion scientifique, recherche sur les protocoles. Et derrière, l'implémentation a dû être faite sur la blockchain Ethereum, en lien avec le token, donc le jeton RLC que Alexec avait émis lors de son ICO. Et c'est comme ça que je me suis un peu retrouvé à écrire des smart contracts, vraiment comme une traduction d'un travail théorique dans un contexte plus pratique. Et ouais, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce paradigme d'écrire du code pour une blockchain. D'ailleurs, j'ai fini ma thèse, j'ai continué, comme tu l'as dit, chez iExec quelques années de plus, et j'ai rejoint Open Zeppelin en janvier 2021. Donc ça fait à peine plus de 3 ans. Et donc maintenant, je travaille dans l'équipe d'Open Zeppelin, donc dans l'équipe Open Source Smart Contract, en tant que développeur Solidity. On va revenir là-dessus. Alors c'est marrant, en préparant l'interview, je suis allé sur ton profil LinkedIn et j'ai vu plusieurs fois que tu as marqué dans ta description je ne suis pas ouvert à une nouvelle position, un nouveau job. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est vraiment autant sollicité ou c'est peut-être une astuce pour recevoir de grosses propositions? Non, je rigole. Mais Alors, ça, je sais pas si je suis autant sollicité que d'autres. Non. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu l'enfer de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social qui est un peu. Moi, j'ai un peu de mal avec, je vais pas mentir. ok. Je suis dessus parce que j'ai créé un profil il y a très longtemps. Je ne vais pas avoir régulièrement de notifications, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai 200 demandes de contact et j'ai 20 personnes qui veulent me proposer du boulot. Ok. Donc, pour pas leur faire perdre de temps et pour pas que j'ai à perdre de temps non plus, je dis, ça m'intéresse. C'est pas la peine d'essayer. Les gens essayent quand même. Bon, peut-être un peu moins. Ouais, mais voilà, je me suis dit surtout que voilà, ton job hein, de Smart Contract Engineer, c'est une denrée rare en ce moment. Oui. Et que c'est ouais, des profils vraiment assez rares, durs à recruter. Euh, déjà, est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui ce que fait Open Zeppelin et après revenir un peu sur ton rôle? Ok. Bah, Open Zeppelin, c'est une boîte qui est très connue dans le monde de la blockchain Ethereum pour plusieurs activités. Une grosse partie de l'activité d'Open Zeppelin, c'est de l'activité d'audit.
C'est-à-dire que vous avez un projet DeFi quelconque qui va créer ces contrats et avant de les mettre sur la blockchain et d'avoir des utilisateurs et d'avoir des grosses sommes en jeu, ils veulent souvent faire un audit de sécurité. C'est fortement recommandé. Aujourd'hui, il y a aussi des mécanismes à la Bug Bounty, à la Code Arena, mais l'outil traditionnel, vraiment, c'est l'audit formel par une entreprise qui va faire ça. Il y en a plusieurs dans le secteur. OpenZeppelin est très connu et renommé pour ça. Donc ça va être tout un pan avec ce qu'on appelle le pôle sécurité, avec des chercheurs en sécurité. Et ensuite, vous avez un autre aspect d'OpenZeppelin qui est la branche produit. Et là, plutôt que de vendre son dette, on va développer des produits pour la communauté. Certains de ces produits sont open source, accessibles gratuitement. Certains de ces produits sont en mode SaaS avec un mode d'abonnement. Et donc, dans toute cette branche produit, vous avez le produit Defender, qui est le service SaaS. Enfin, s'il y a des développeurs qui nous écoutent, je vous invite à regarder ce que fait Defender. Et puis, à côté de ça, il y a la partie smart contract. Et là, la partie smart contract, historiquement, c'est une des premières activités d'OpenZeppelin. C'est d'écrire des contrats qui sont accessibles gratuitement, de manière libre pour tout le monde, et qui sont les blocs de base, un peu les petites briques de Lego que les gens vont utiliser pour construire leur château. Nous, on a une très bonne pénétration à ce niveau-là, dans le sens où les smart contracts pour Solidity, donc ceux sur lesquels je travaille, sont présents dans quasiment 100% des grandes applications DeFi, parce que c'est des petits... En fait, pour ne pas réinventer la roue, ils prennent nos petits blocs et comme ça, ils se concentrent sur leur valeur ajoutée à eux. Donc moi, je suis dans la partie Solidity. Maintenant, OpenZeppelin s'étend. Il y a un pôle Cairo. Donc Cairo, c'est les langages qui tournent sur Starknet, parce que c'est pas du Solidity sur Starknet. Et on travaille aussi à s'étendre sur d'autres aspects, avec notamment pas mal de blockchains qui ont des nouveaux langages dérivés du Rust et tout. Donc on essaye aussi de s'agrandir pour parler à ces écosystèmes-là aussi. Et moi, à titre personnel, je suis vraiment sur l'aspect produit open source pour Ethereum. Donc ça va être les contrats et ça va être aussi un peu de tooling qui vient aider la vie des développeurs en lien avec ces contrats-là. Ok. Avant, en off, hein, quand on a préparé l'interview avec Adrien, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose de très technique, hein, les smart contracts. Donc voilà, on s'est dit qu'Adrien parlerait pendant l'interview comme s'il il expliquait la blockchain à sa copine. Déjà, est-ce que tu peux expliquer le concept de smart contract, hein, rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mais pour rappeler le concept de smart contract, il faut déjà bien avoir compris la blockchain. Donc peut-être on va faire un petit point rapidement sur la blockchain, même si ça parle à beaucoup de monde. La blockchain, il faut voir ça comme une base de données. Les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais la vérité, c'est que c'est une base de données qui a la propriété d'être décentralisée, donc d'exister à plein d'endroits différents. Chaque personne peut avoir une copie de la base de données sur son ordinateur. Et cette blockchain a un mécanisme de consensus qui permet à toutes ces machines de se mettre d'accord sur l'évolution de la base de données. Et donc, quand on va faire une transaction, elle va mettre à jour l'état de la blockchain et elle va la mettre à jour partout. Et ça fonctionne depuis Bitcoin. Là où Ethereum et les blockchains qui sont arrivés après ont une valeur ajoutée, c'est dans cette notion de smart contract, dans le sens où cette blockchain, elle est programmable. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer une transaction sur la blockchain, cette transaction sur Bitcoin, elle transfère de la valeur, un peu de logique sur Bitcoin, mais pas beaucoup. Sur Ethereum, on peut déclencher beaucoup de choses. On peut déclencher de la DeFi, on peut faire bouger des jetons, on peut faire un trade sur une swap, on peut acheter sur OpenSea. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et toute cette programmation de la blockchain, en fait, la blockchain en elle-même définit que le contexte d'environnement. La blockchain Ethereum, elle a ce qu'on appelle l'Ethereum Virtual Machine, qui est juste une machine à calculer, qui va permettre d'accepter certaines transitions. Et par-dessus cette machine à calculer, on doit implémenter la logique. C'est là qu'on a des logiques comme celle de l'ERC20, qui sont les jetons fongibles que j'imagine tous vos auditeurs connaissent. Mais c'est là aussi qu'on a la logique d'Uniswap, qui va être celle de faire des trades entre ces deux là. Et donc toute cette logique-là, elle est dans ce qu'on va appeler la couche applicative, qui est par-dessus le consensus de la blockchain. Cette couche applicative, elle existe sur bon nombre de blockchains, et elle est constituée de petits composants qui ont des adresses et qu'on appelle des smart contracts. Donc voilà, un smart contract, c'est ces éléments-là qui vont faire de la logique. Et c'est des petits programmes pour voir, comme si la blockchain était un smartphone et que les smart contracts, c'était des petites applications qu'on pouvait mettre sur ce smartphone. Et donc voilà, moi mon travail, c'est de travailler sur ces éléments-là de la couche applicative et fabriquer des frameworks pour que les gens puissent rapidement construire ces applications. Top. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ton rôle de smart contract engineer? J'imagine que toi, tu développes les smart contracts.
Exactement. Ben, donc, des smart contracts, il y a plein de briques à peu près standards que les gens connaissent probablement. Le RC20 pour les tokens fongibles, le RC721 pour les NFT. Donc nous, on a plusieurs activités encore une fois dans ce projet-là. Déjà, on va proposer des implémentations standards de ces briques de base. Et donc pour proposer ces implémentations standards, on va forcément déjà passer du temps à faire de la maintenance sur ce qui a déjà été fait, vérifier qu'il n'y a pas de bugs. Et à côté de ça, on a un travail un peu de veille scientifique, comme j'aurais dit quand j'étais en thèse, sur regarder ce qui se fait, ce qui s'innove dans l'écosystème et essayer de suivre ça pour proposer des implémentations qui correspondent aux besoins. Après, il y a aussi un grand nombre de fois où c'est nous qui faisons des propositions, c'est-à-dire on va essayer d'innover, on va essayer d'imaginer les cas d'usage des utilisateurs, enfin de nos utilisateurs, donc des développeurs de la blockchain dans les mois et les années à venir, et essayer de leur proposer des choses. Et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'une part de mon activité aussi, ça a pu être, et c'est encore, de participer à des hackathons ou d'aller être en contact avec des gens que je connais qui sont des développeurs d'applications pour essayer de ressentir leurs besoins, de voir comment est-ce que les smart contracts évoluent, de voir qu'est-ce qui va être construit à l'avenir et quels sont les outils qu'on peut leur donner. Et, pour revenir d'ailleurs sur votre produit, est-ce que c'est un produit, alors, il y a vraiment la partie audit sur laquelle on reviendra après, mais est-ce que donc tu parlais de token ERC20 ou de RC721, est-ce que ça permet donc de construire, enfin de lancer ton token from scratch, ou vous êtes plutôt la partie pour vraiment auditer les smart contracts? Non, non, nous, dans la partie smart contract open source, donc ce sur quoi je travaille, c'est les breaks de base. D'accord. C'est-à-dire que on va vraiment fournir les outils pour que quelqu'un puisse construire son token à la demande. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, on a lancé le Wizard. Donc, si vous cherchez Wizard OpenZeppelin, alors Wizard OpenZeppelin, il faut souvent rajouter Ethereum après, sinon vous ne tombez pas sur ce que vous cherchez. Mais on a le Wizard OpenZeppelin qui est une interface, vraiment un clicodrome où un utilisateur pourra dire je veux créer un ERC20 avec telle propriété, je veux qu'il puisse être minté, je veux qu'il puisse être utilisé par du vote, et on va vraiment vous montrer comment assembler les blocs de code. Et derrière, vous pouvez exporter ce code qui est produit vers un environnement comme Remix pour pour le déployer directement depuis votre navigateur. Donc vraiment, s'il y a des gens qui veulent voir à quoi ça ressemble un contrat Solidity et qui veulent commencer à manipuler un peu ces outils-là, passer par le wizard d'OpenZeppelin, ça peut être un moyen un peu de comprendre comment utiliser les blocs que nous on propose, comment les assembler. Ça vous apprendra pas à commencer de zéro, mais ça vous permettra très facilement. Aujourd'hui, c'est très simple, hein. N'importe qui, avec un peu d'Ether sur un MetaMask, peut créer son propre token de RC20 en quelques minutes. Alors, ça me fait penser à des solutions comme Thirdweb, Tatum, ce genre de choses. Donc, Mm. vous, sur cette partie-là, vous êtes pareil. Après, vous avez d'autres propositions de valeur, hein, mais Alors, sur cette il y a partie-là. une différence, c'est-à-dire que en fait, SwordWeb est assez complémentaire. D'ailleurs, si vous regardez SwordWeb, si vous allez chercher dans les détails, pas forcément quelque chose qui se voit a priori, mais quand vous regardez le contrat de SwordWeb, en fait, c'est des contrats qui sont construits avec du OpenZeppelin. En fait, ils prennent du OpenZeppelin. Nous, on a des blocs de base qu'on propose qui sont très simples, on essaye de les faire, je sais pas comment dire en français, en anglais, on dit unopinionated. On essaye d'être le plus ouvert possible, le moins biaisé, et de proposer des choses très versatiles, très modulaires. SwordWeb, leur activité, c'est de prendre ces éléments-là et de les assembler pour prendre des choix éditoriaux, de dire, on pense que la bonne démarche, c'est de faire ça. Et ils vont composer quelque chose d'un peu plus méta, un peu plus gros. Encore l'analogie du Lego, c'est nous, on a la brique, eux, ils fabriquent une petite voiture avec nos briques. Et ils proposent cette petite voiture. Ok. Et si vous allez sur SwordWeb, vous allez pouvoir très simplement déployer du code qui est, en gros, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, du code OpenZeppelin qui a été repackagé, repréparé par SwordWeb. Pour le rendre plus accessible peut-être et plus facile d'utilisation. Pour, parce que notre code à nous, il demande à être assemblé par un développeur et cet assemblage demande de faire des choix. SwordWeb fait les choix à votre place. Donc, le travail de SwordWeb, la valeur ajoutée de SwordWeb, c'est de faire les choix pour vous quand vous ne savez pas exactement lesquels faire. Ok. Et alors, c'est intéressant, j'imagine que vous êtes en contact avec plein de fondations blockchain, plein de projets. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur déjà les fondations blockchain? Parce que c'est votre produit, j'imagine qu'il est très important. Je sais pas, je prends une fondation type Arbitrum, Optimism, Ethereum, etc. Pour eux, votre produit, c'est un peu un must-have, j'imagine, pour eux. Ben alors,
toutes les blockchains, donc celles que tu as mentionnées, on peut parler d'Arbitrum, d'Optimism qui sont des L2, qui sont basées sur le VM. On peut parler maintenant il y a Coinbase qui est une autre version d'Optimism, mais c'est la même stack logicielle. On pourrait parler de Gnosis Chain qui est le nouveau nom de XDAI, qui est aussi de l'EVM, c'est une copie d'Ethereum. On peut parler de Polygon aussi. Toutes ces blockchains qui sont EVM compatibles, en fait, elles vont faire tourner du bytecode. Alors, désolé pour la côté technique, mais le langage qu'elles exécutent côté consensus est le même. Et nous, le code Solidity qu'on écrit, il est transformé par le compilateur dans ce langage machine. Donc en gros, nos contrats, parce qu'ils sont écrits en Solidity, ils sont compatibles avec toutes les blockchains EVM. Ça veut dire que le code dont je parle depuis le début, il tourne sur Mainnet, il tourne également sur Polygon, il tourne également sur Arbitrum et Optimism, et XDAI et compagnie, et Binance Smart Chain. Donc on n'est pas forcément en contact avec eux, parce qu'en fait, la construction même de la blockchain fait que on sent que ça va être interopérable. De la même manière que je pense pas que les fabricants de voitures et les fabricants d'autoroutes soient en permanence en contact. En fait, ils s'attendent à ce qu'il y ait un élément entre les deux qui fonctionne, éventuellement le pneu. Après, c'est vrai que c'est quand même des gens avec qui on aime bien avoir des bons contacts, parce que si jamais nous on trouve un problème, quelqu'un trouve un problème dans notre code, on va essayer d'identifier des instances affectées sur différentes blockchains. Les gens qui gèrent les blockchains peuvent nous aider pour ça. Et puis ça marche aussi dans l'autre sens, comme tu dis, c'est effectivement, on n'est pas forcément en contact avec eux de manière permanente, mais ils comprennent bien la valeur d'un produit comme Ethereum, comme OpenZeppelin, dans l'amélioration de l'expérience des développeurs. On aurait probablement moins de développeurs sur Ethereum si on n'avait pas OpenZeppelin contrat, mais aussi Ethers.js, Hardhat, Foundry. Et donc, il y a aussi des mécanismes de bourse qui sont alloués à ces projets. On appelle souvent du rétroactive public good funding. Et donc, c'est vrai qu'on a aussi des contacts avec Optimism, parce que Optimism nous a donné beaucoup d'argent pour nous remercier du travail qu'on a fait, pour nous encourager à continuer. Ouais, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est le fait que vous êtes un projet vraiment essentiel pour une blockchain, et donc c'est normal peut-être que la blockchain ne peut pas passer à côté d'un tel projet, donc elle va vous donner un grant, donc la bourse dont tu parlais, pour vous inciter ça se voit particulièrement dans le cadre de Starknet, c'est-à-dire qu'on a une activité Cairo, et cette activité Cairo, elle a été très fortement financée par la fondation Starknet et Starkware. Je comprends toujours les deux. Mais bon, la fondation Starkware nous a largement financé le développement des contrats OpenZeppelin pour Starknet en Cairo. Donc on a forcément des relations à ce niveau-là aussi. Ok. Et tout à l'heure, j'ai vu que vous en lanciez donc la nouvelle version de Defender, et qu'aujourd'hui Defender, c'était votre outil utilisé par 100% des top 20 protocoles de finance décentralisés. J'imagine que vous êtes en contact. Toi, par exemple, est-ce que tu es en contact directement avec ces protocoles de finance décentralisés? Alors, OpenZeppelin est toujours en contact parce qu'on interagit avec eux. Parce que ces top protocoles, quelque part, on les a très probablement audités. Donc, forcément, au moment de l'audit, il y a eu un contact. Ensuite, il y a une des développeuses, Alice de Uniswap, qui est une ancienne d'OpenZeppelin, c'est une ancienne chercheuse d'OpenZeppelin. Donc, on est toujours en contact avec. Donc, c'est un petit écosystème quand même. Quand on va en conférence à l'ETHCC ou à la DEFCON, on se côtoie, on se connaît, donc on échange. Après, c'est vrai que on va leur vendre de l'audit, on va leur proposer d'utiliser nos outils comme Defender. Certains utilisent notre code. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des channels ouverts, mais par ces channels, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et au final, la part de cette information qui est relative à mon expérience à moi, il est assez faible en fait. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parlons d'audit. C'est vrai que souvent, on peut voir sur CoinMarketCap, quand on va sur le token d'un jeton, on voit que ça a été audité par Certic. Souvent, donc j'imagine que vous, l'audit que vous faites, c'est à peu près la même chose, ou c'est peut-être un audit pur et du jeu. Alors, j'y connais rien en audit, donc c'est intéressant d'avoir tes lumières là-dessus. Alors déjà, moi, je ne fais pas d'audit personnellement. Donc, je peux parler de cette branche de l'entreprise, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas mon activité à moi. Il y a plein d'entreprises qui font de l'audit. Donc, tu as mentionné Certic, il y a OpenZeppelin, il y a Diligence, il y a Trails of Bit, il y a Certora, j'en oublie plein. Encore une fois, faisons une analogie. Si un smart contract est une voiture, une boîte d'audit, ça va être un mécanicien, un garagiste qui va vérifier que quelqu'un qui va faire passer le contrôle technique après, valider que ça s'est bien passé. Chaque entreprise d'audit, chaque auditeur, c'est aussi des auditeurs individuels qui font ça tout seuls en solo, et par contre certains ils sont très très bons. Chacun a ses propres pratiques, chacun a ses propres outils. Par exemple, Certora, ils sont connus pour utiliser beaucoup de vérifications formelles.
Donc voilà, c'est des produits qui sont équivalents dans la manière dont ils sont appréhendés par les développeurs, dans le sens où c'est une validation de la qualité du code à destination des investisseurs et des utilisateurs. Ça ne veut pas dire que tous les audits ont le même niveau de qualité. C'est un peu, voilà, ça dépend. Il y a des bons mécaniciens et des mauvais mécaniciens. Et quand vous faites des audits, c'est toujours le même niveau d'audit ou ça peut être un niveau modéré jusqu'à ultra poussé? Encore une fois, je ne fais pas partie de cette Oui. branche-là. Il me semble que je pense pas qu'Open Zeppelin se permette de faire des petits audits juste de surface en les facturant moins cher et en disant on met un demi-tampon. Je pense que on a aussi une réputation à tenir et que on met les moyens qu'on considère comme nécessaires pour assurer la sécurité. Après, il y a différents formats d'audit parce qu'on peut aussi mettre des audits continus. Il y a certaines entreprises, certains de nos clients avec lesquels on a des relations dans la durée, où on va faire des audits de manière régulière, alors que la plupart du temps, les audits, c'est plutôt quelque chose de ponctuel quand il y a une nouvelle version. Mais je sais pas comment fonctionnent les autres entreprises, mais moi, l'idée d'un demi-audit ou d'un audit au AV, ça me dérange. Ouais, je comprends. Ouais, complètement. Et donc pour venir sur toi, ton scope, alors tu disais que donc il y avait Defender, qui est le produit SaaS que vous vendez. Donc il y a un pricing défini, enfin c'est comme un SaaS classique quoi, Ouais. avec une tarification mensuelle et après une tarification enterprise. Et donc la partie open source dont tu parlais et dont toi tu fais partie. D'ailleurs, toi, tu as toujours travaillé pour la partie open source ou à un moment donné, tu travaillais pour Defender? Non, j'ai toujours été sur les contrats. Depuis le premier jour d'Open Zeppelin, j'ai toujours été sur le côté Solidity. Ok. Et Enfin, j'ai fait un peu de Cairo aussi, mais j'ai pas touché au code de Defender. ok. Alors, est-ce que tu peux quand même expliquer ce que c'est Defender? Est-ce que tu as enfin, Bien le sûr. savoir pour. Mais en fait, ça s'inscrit dans la narrative d'Open Zeppelin qu'on essaie de développer en ce moment, qui est de proposer une plateforme de sécurité pour toute la durée de vie d'une application sur Ethereum. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir faire son projet DeFi, il va commencer par avoir une idée et très vite, il va commencer à prototyper et à faire quelques contrats. C'est là que Open Zeppelin Contracts va venir l'aider en lui fournissant des briques de base. Il va faire ses tests, il va être content, et puis à un moment, il va faire un audit. Donc c'est là que c'est souvent la grosse partie de la sécurité. Et c'est là que OpenZeppelin, avec la partie composante audit, peut aussi intervenir. Mais une fois que le produit est audité et que le contrat est déployé sur la blockchain, notre propos, c'est de dire la sécurité ne s'arrête pas là. C'est de dire il faut continuer la sécurité dans la durée. Continuer la sécurité dans la durée, ça veut dire avoir des mécanismes de monitoring pour savoir ce qui se passe et éventuellement réagir. Et c'est là qu'il y a également Forta, qui est un projet qui aujourd'hui est plus ou moins indépendant, mais qui est issu d'OpenZeppelin, qui travaille. Et c'est aussi là qu'il y a Defender. Defender, c'est une plateforme SaaS qui va vous permettre de regarder quelle est l'activité qui est sur vos contrats, de recevoir des alertes, par exemple dans votre Slack ou dans votre mail, si certaines choses que vous programmez est déclenchées. C'est là que ça peut être en lien avec Forta. Ça peut aussi automatiser certains process, genre s'il y a telle chose qui se passe, on met automatiquement en pause. Forta, ils ont tout un système de relayer, donc ils vont pouvoir émettre des transactions. Forta a aussi un système, donc ce système de relayer peut être utilisé, pardon, je dis Forta. Defender a ce système de relayer qui peut aussi, donc dans ce SaaS, qui peut être utilisé pour connecter une interface Web 2 et une interface Web 3. Vous avez un webhook qui va vers Defender et Defender va émettre la transaction. Et Defender, ils ont toute une batterie d'outils qui vont vous permettre de programmer des upgrades de contrats, programmer des mises à jour via un governor ou un time block. Et en fait, ça va créer une interface très facile à appréhender, enfin très facile, plus facile à appréhender pour un développeur que de parler directement au contrat quand il y a plusieurs étapes. Par exemple, nous, on écrit plein de contrats pour la sécurisation, et des fois qui demandent de rediriger des appels pour qu'il y ait différents filtres qui soient mis en place. Et ben, Defender va abstraire tout ça et va vous permettre de faire vos opérations de maintenance de manière un peu plus simple. Avec, ils intègrent aussi tous les outils que nous on développe côté sécurisation des contrats. Donc, il faut vraiment le voir comme un panneau de contrôle de vos contrats. C'est vraiment à destination des développeurs. Je ne pense pas qu'un utilisateur utilise trop ça, même s'il pourrait s'en servir, mais c'est plutôt à destination des développeurs, des administrateurs, pour voir ce qui se passe sur leur plateforme, pour gérer les systèmes de mise à jour, d'administration et tout. Et c'est là aussi que Defender va s'intégrer avec Gnosys Safe. Donc, si votre application, elle est protégée par un contrat multisig, parce que c'est une bonne practice. Si ce multisig c'est un Gnosys Safe, Defender va permettre de tout bien faire proprement sans que vous ayez besoin de sauter d'une application à l'autre. Donc c'est vraiment ce côté un peu ouais, voilà. C'est de la même manière que si vous avez
plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques, il y a des agrégateurs qui vont fournir une seule interface. Vous pouvez suivre l'intégralité de vos comptes et de vos placements sur une interface un peu unifiée. C'est un peu ce que va faire Defender d'une certaine manière, mais à vocation vraiment des administrateurs. Ouais, merci pour l'analogie. Et on a parlé pas mal de smart contract depuis le début. Est-ce que tu peux revenir sur le risque, justement, qui est pour un projet, s'il ne fait pas d'audit, voilà, si un projet a un de ses smart contracts hacké, quel est le risque en fait? Ouais. Les smart contracts, c'est comme tous les composants logiciels dans le sens où on peut faire une erreur, il peut y avoir un bug, mais il y a une vraie différence entre un smart contract et un logiciel classique, c'est l'immutabilité. Dans le sens où une fois qu'un contrat est mis sur la blockchain, on peut pas modifier son code. Il y a quelques petites astuces pour lui dire ce smart contract, c'est juste une redirection, et au lieu de rediriger vers un endroit, on redirige vers l'autre, et en changeant la redirection, on simule une forme d'upgradabilité, de mise à jour du contrat. Mais à titre individuel, chaque contrat de manière isolée est immutable. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de gens qui font l'analogie entre les smart contracts et le hardware. Dans le sens où, si vous faites une erreur sur une puce électronique, sur un processeur, et que vous le vendez à vos clients, vous ne pouvez pas venir derrière mettre une mise à jour dans la puce. Vous pouvez mettre une mise à jour dans le firmware, dans l'OS, mais pas dans la puce. Et donc, c'est des éléments extrêmement critiques dans le sens où une fois qu'ils sont déployés, une fois qu'il y a des sous dessus, il y a un côté où on peut pas revenir en arrière. Il y a certaines problématiques qui ne peuvent pas être résolues. Vous pensez notamment au fork au bug de The DAO, au gros hack de 2016 de mémoire, 2015, c'était il y a longtemps. Et où ça a été massif, il y avait un problème dans le code et c'était irrécupérable, et le seul moyen de récupérer, c'était la blockchain avait fait un fork. Je sais pas si on referait la même chose aujourd'hui à cette échelle-là. Tout ça pour dire que écrire un contrat écrire du bon code dans un smart contract, c'est essentiel. Et donc vous voulez assurer votre sécurité au maximum. Et ça veut dire ne pas réinventer la roue, donc utiliser des bouts de code qui existent et qui sont vérifiés quand vous le pouvez. Ça sert à rien de réécrire RT20 et de risquer de faire une bêtise si vous pouvez en prendre un sur l'étagère. En tout cas, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Ça veut dire faire un maximum de tests, utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition, éventuellement de la vérification formelle, du fuzzing, il y a plein d'outils. Et l'audit est une des composantes essentielles de cette sécurisation. L'idée, c'est que chaque élément pris individuellement peut avoir des failles. On espère que l'ensemble des outils de sécurisation, quand ils sont combinés, ne laissent pas de trous. C'est le modèle des tranches de fromage, avec des trous dans les tranches de fromage. Et donc voilà, l'audit est vraiment un composant essentiel qui va vous enlever des bugs. Et si vous et pareil, on pense aussi, on parlait avec Defender, que le suivi dans la durée permet d'être plus proactif au cas où il y aurait un problème qui se déclenche, et ça va aussi assurer la sécurité de votre application. Donc nous, on pense qu'il y a toutes ces étapes-là qui sont essentielles à une application sécurisée. Si vous commencez à enlever des garde-fous, vous prenez des risques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous, on pense qu'enlever l'audit, c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement raisonnable. Maintenant, il y a plein de raisons pour lesquelles certaines personnes ne font pas d'audit ou font d'autres choses alternatives, comme il y a des contests sur Code Arena, des choses comme ça qui parfois se substituent à l'audit. Mais c'est vrai que entre un projet, si vous avez bien un projet complètement sécurisé, enfin, entre guillemets complètement sécurisé, parce qu'il n'y a jamais de sécurité absolue, mais quelqu'un qui fait toutes les bonnes pratiques, comme par exemple Uniswap ou je sais pas, ou Compound, c'est vrai que bon, si vous enleviez une des couches, il est probable que le projet resterait solide. Il faut peut-être plus de protection que nécessaire. Et à l'inverse, vous avez aussi dans cet écosystème blockchain beaucoup de développeurs qui arrivent un peu la fleur au fusil, qui s'y connaissent pas grand-chose, qui ont quelques mois d'expérience. C'est très facile, comme vous l'avez dit, de commencer, de débuter. Je pense que n'importe qui a un petit peu d'expérience informatique, même pas très élevée, peut créer son premier contrat en quelques jours et le déployer en une semaine et expérimenter avec et faire ça sur un réseau de test, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a des gens qui font ça et qui vont peut-être un peu loin en ayant un peu trop confiants, parce c'est le début de leur pratique, et ils commencent à rameuter beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'investisseurs, parce que c'est un espace où la hype, les réseaux sociaux jouent beaucoup, et c'est là qu'il peut y avoir un danger. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, on s'assure à ce que les gens fassent un audit, parce que ça montre aussi qu'ils sont dans cette démarche de qualité, de protection de leurs utilisateurs, et qu'ils sont conscients de leur propre faille. Je pense qu'un développeur qui pense qu'il est infaillible et qu'il n'a pas besoin d'un audit, c'est un mauvais développeur. Même les meilleurs développeurs ont toujours conscience de leurs limites. Oui, c'est voilà. vrai. Ouais.
Et ça serait un mauvais signal d'ailleurs envoyé aux utilisateurs en fait, d'avoir un projet sans audit. Bon, Et pour moi, c'est ça. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, la question que je me posais, c'est que finalement, de ce que je comprends, c'est qu'une bonne partie de l'écosystème, par exemple Ethereum, dont la DeFi repose sur des briques d'Open Zeppelin, est-ce qu'il n'y a pas ce risque justement de single point of failure si ces composants venaient être hackés, par exemple? Si, tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on redouble d'efforts pour sécuriser notre code au maximum. Donc il y a déjà ça. On a mis en place tout ce qu'on pouvait mettre en place et on travaille en permanence à rajouter des étapes des éléments par-dessus pour sécuriser notre code. On a aussi beaucoup de choses qui sont prévues au cas où on trouve un bug pour pouvoir réagir rapidement, sécuriser ce qui peut être sécurisé. Après, il y a ce problème de single point of failure, mais il y a aussi, c'est du code qui, dans certains cas, plusieurs années, a été très largement utilisé, a été intégré dans beaucoup de composants. Quand les composants ont été audités, parfois ils auditent leur dépendance. Donc en fait, en plus des audits que nous on fait, on peut imaginer que certains projets qui utilisent OpenZeppelin, dans leur audit, s'ils passent OpenZeppelin, qu'ils soient réaudités, et donc au final la couverture de notre code soit maximale. Donc il y a forcément un risque. Il me semble que le risque très faible d'un bug dans OpenZeppelin multiplié par la taille de l'impact de ce bug est certes important, mais à titre individuel pour un utilisateur, je pense que l'utilisateur lambda, il doit moins se soucier de ça, parce que ça serait capé par son placement personnel dans les contrats. Alors que s'il va vers un contrat qui est plus petit et qui a moins de sécurité, certes, la sécurité est peut-être faible et le market cap de contrat est faible aussi, donc le produit des deux n'est pas forcément plus important. Et par contre, à titre individuel, lui, il aura une position qui sera plus importante. Pardon, je suis pas sûr d'avoir compris ce point. Ce que je veux dire, c'est que si OpenZeppelin a un bug, ce qui est très très peu faible, très peu probable, et que ce bug a des répercussions sur tout l'écosystème, le produit de la probabilité par la quantité d'argent qui s'était affecté est une certaine somme. Et si on regarde un petit projet, il y a moins d'argent en jeu, peut-être que le risque est plus faible, donc le produit a l'air d'être le même, sauf que en tant qu'utilisateur, moi, si je vais sur Uniswap, je représente 0,001%, donc mon risque à moi, en fait, il est assez faible. Alors que si je vais sur un autre projet qui est un peu plus petit, ma part est peut-être plus importante, et du coup, au final, le risque plus important m'affecte. Ok. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens, hein, mais il me semble, voilà. Je vois l'idée. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que OpenZeppelin a déjà eu pas des hacks, oui, enfin des hacks par le passé ou d'autres problèmes que vous avez rencontrés Des problèmes, oui. Alors, pas beaucoup, heureusement. Souvent sur des choses un peu nouveaux, un peu pas sur des choses fondamentales comme valeur 721. Maintenant, si vous regardez l'historique des versions d'OpenZeppelin, il y a certaines versions, vous voyez, c'est des patchs qui ont eu lieu à des problèmes de sécurité. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des white hats, des hackers blancs qui trouvent un problème et qui nous font remonter le problème via la plateforme Immunify sur laquelle on est présente pour obtenir une récompense, un bug bounty. Et donc, à ma connaissance, tous les problèmes dont j'ai entendu parler c'est pas des problèmes qui ont eu lieu dans la nature, c'est des problèmes qui sont revenus soit via des clients qui faisaient un audit et qui l'ont vu lors de leur audit, soit via Immunify. Et nous, derrière, on essaye déjà de régler le problème dans le code et de proposer une alternative assez rapidement aux utilisateurs. Mais avant de faire ça, ce qui revient à rendre public le problème, identifier toutes les instances qui sont affectées et essayer de contacter ces gens-là et de résoudre le bug en amont. Je me souviens d'il y a quelques années, on avait eu un bug sur le time lock controller qui était assez important, mais qui pouvait se manifester que dans certains cas de configuration. On a d'abord identifié toutes les configurations qui étaient vulnérables. On a contacté les développeurs pour qu'ils modifient leur configuration, sans forcément trop leur dire pourquoi, mais juste leur dire changez ça vite, s'il vous plaît. Puis après, et en fait, il y avait moyen de revenir vers une configuration qui était safe. Donc c'était pas un bug critique irréparable. C'était vraiment une mauvaise configuration qui posait problème. On leur a demandé de changer la configuration et puis après on a publié une nouvelle version qui empêchait cette mauvaise configuration. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être citer des exemples de hacks de smart contract, pas forcément en lien avec OpenZeppelin, hein, bien sûr, mais qui ont justement affecté des utilisateurs à grande échelle? Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête Oh, alors, il y a
il y a un site web qui référence ça mieux que moi, qui s'appelle Rect. Je Ok. l'appelle Rect Ethereum, vous trouverez. Moi, j'ai pas d'exemple particulier de contrat. Je sais que je connais les grandes classes d'attaques. Souvent, les attaques, c'est de la c'est de la re-entrancy. De Ou là, quoi, pardon? c'est des choses comme ça. Pardon. Tu disais c'est de là? Souvent, les attaques, c'est des conséquences de re-entrancy, donc c'est des protocoles qui font des appels et ça retourne. Euh, euh, ouais, tu voulais des exemples, il y en a plein, mais Ok. souvent c'est de la DeFi, c'est une ligne de code particulière qui permet à quelqu'un de faire quelque chose. Souvent ça s'explique pas simplement un bug, en fait. Bien Souvent sûr. ça demande quand même une certaine explication assez longue, assez technique, donc je sais pas si je peux rentrer dans les détails maintenant, mais pour les gens que ça intéresse, allez voir le site rect. Je ne sais plus quoi, vous tapez rect Ethereum, vous trouverez, et vous aurez une liste, et souvent c'est détaillé avec des liens vers les post-mortem qui vous expliqueront la nature du bug. Ok. Avant de parler de la team Open Zeppelin, hein, où est-ce que vous êtes, parce que vous êtes une équipe, j'imagine, qui travaille complètement à distance. Est-ce que tu peux Oui. revenir, donc toi, sur ta position, donc toi, tu es sur la partie open source. Par exemple, là, en ce moment, tu travailles sur quoi? Est-ce que tu cherches d'autres ERC, donc standard Ethereum, à développer? C'est quoi ton quotidien en ce moment? En ce moment, il y a plusieurs choses. En ce moment, j'ai une activité qui n'est pas forcément en lien avec Open Zeppelin, mais que j'aime aussi développer à côté. C'est je suis en lien avec certains core devs pour essayer de pousser une EIP. Donc, c'est pas du contrat, c'est faire évoluer le protocole. Il y a certaines évolutions du protocole qui sont proposées par la communauté, donc c'est quelque chose qui m'intéresse en particulier. Les ERC, on suit un peu l'activité, mais souvent, en fait, c'est nous qui les écrivons et qui les proposons aussi, de Ok. manière à standardiser notre travail. C'est des choses qu'on a pu faire par le passé. Aujourd'hui, on n'est pas très actif. En février 2024, c'est pas quelque chose sur lequel on est très actif. Aujourd'hui, notre activité, c'est de développer des nouveaux outils pour la prochaine version 5.1 qui sortira, j'espère, rapidement, même si c'est pas acquis. On a pas mal de problématiques à ce niveau-là. Mais on travaille sur des nouvelles structures de données. On a eu l'implémentation de l'ERC 1363, donc qui permet de faire des callbacks au moment des transferts de tokens. C'est une évolution de ERC20 qui permet un peu de s'affranchir du modèle Approve Transfer From pour faciliter le workflow pour les utilisateurs. C'est une assez vieille ERC. On a une implémentation qui est dans les tuyaux depuis longtemps. On a enfin finalisé, on s'est enfin mis d'accord sur certains détails. On utilisait des structures de données. Et puis là, vraiment, de manière très factuelle, ces derniers jours, on a travaillé sur du tooling, donc c'est du TypeScript, du JavaScript. Nous, on propose des contrats pour manipuler des arbres de Merkle, qui sont des outils très puissants, qui sont notamment utilisés dans les airdrops, pour pouvoir faire un gros airdrop sans que le développeur ait à payer trop de gaz. C'est les utilisateurs qui, chacun, font une petite partie de leur contribution. Et donc, on a des outils pour vérifier les Merkle trees dans les contrats. Et on a aussi des outils pour construire les Merkle trees et construire les preuves qui vont être soumises par les utilisateurs côté front-end, côté back-end en JavaScript. Et donc, on itère sur ces outils-là pour les rendre plus puissants. C'est un peu notre activité. Ok. Et il y a aussi une activité qui est du contact avec d'autres projets sur essayer de se mettre d'accord sur des collaborations sur, voilà, il y a un sujet qui nous parle, par exemple, ça pourrait être de la compte abstraction. Donc, on parle avec des gens qui font de la compte abstraction pour essayer de comprendre quels sont les outils dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'il y a des bourses auxquelles on pourrait candidater, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on construise, quelles sont les prochaines étapes. Et d'ailleurs, je me posais la question, vous êtes compatible qu'avec l'écosystème Ethereum ou pas que? Parce que tu parlais d'autres langages aussi, de Rust tout à l'heure. Est-ce que vous êtes compatible, ouais, avec des blockchains non IVM? Donc moi, ce que je fais, non. Ok. Mais il y a, comme j'ai dit, il y a Cairo, OpenZeppelin fait du Cairo, qui est compatible Starknet. Starknet, c'est non IVM. Ça reste l'écosystème Ethereum d'une certaine manière, mais c'est un L2 basé Ouais. sur le main Ethereum. Mais, euh, mais on s'intéresse aussi à du Polkadot, je ne sais plus exactement toutes les blockchains qu'on essaie de cibler. Surtout que ça, c'est des efforts assez nouveaux. Tout n'est pas forcément encore publié. Souvent, c'est des recherches préliminaires. Mais on essaye de s'intéresser à des blockchains non IVM. Maintenant, c'est vrai que chez OpenZeppelin, on a quand même un lien très fort avec Ethereum. Donc, souvent, on va s'intéresser à ces blockchains quand ces blockchains, elles ont un lien parfois indirect, mais quand même, notamment ce qui va souvent venir, c'est qu'on va avoir des audits, des gens qui vont demander d'auditer du code pour d'autres blockchains,
Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser à dire, OK, c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas aussi leur proposer des blocs de base, de manière à ce que ça simplifie nos audits après coup, et de faire aussi grandir la connaissance de ces blockchains-là dans l'entreprise. Donc oui, on s'intéresse à d'autres blockchains, mais on va pas très très loin non plus. Ça Enfin, marche. pas encore. Et je te propose de revenir un peu sur maintenant l'équipe Open Zeppelin. Oui. T'es le seul d'ailleurs en France, ou enfin l'équipe elle est un peu répartie dans le monde entier? Alors, l'équipe est répartie dans le monde entier. Jusqu'il y a quelques semaines, j'étais le seul en France, mais on a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint, qui est à Paris, mais qui travaille dans la partie de mémoire, il travaille dans la partie produit, chercher des partenariats avec des institutions, donc pas directement sur la même chose que moi. Euh, L'équipe Open Zeppelin de Contra Solidity, donc je parle depuis le début, c'est 2 personnes et demie, hein. C'est moi et Ernesto. Ernesto, il est à Mexico. Et on travaille aussi beaucoup avec Eric. Eric, un des Eric, il y en a plusieurs dans la boîte, mais un Eric qui est à Toronto et qui, lui, travaille sur la partie vraiment tooling. Donc, il ne fait pas de Solidity, il fait du TypeScript. Et il fait du TypeScript pour Solidity et du TypeScript aussi pour Cairo, au niveau du tooling. Le Wizard, dont on a parlé un peu plus tôt, c'est lui qui travaille dessus. Donc, c'est vraiment une toute petite équipe. Notre N+1, il est à Tampa, en Floride. Donc voilà, c'est vraiment très, très distribué géographiquement. Et toute l'équipe, si on prend en compte Defender et la partie audit, enfin vraiment toute l'équipe au global, vous êtes à peu près combien? Ça bouge beaucoup, une centaine environ. Ok, ça marche. Et c'est marrant, donc le fait que vous soyez en remote, est-ce que tu as déjà rencontré les autres membres de l'équipe, des autres départements? Est-ce que vous faites parfois vous rencontrez, je sais pas, tous les trimestres, Oui. quelque part Alors tous les ans, on essaye de se rencontrer. Donc on fait je s'appelle une retreat, on se retrouve. La prochaine est prévue dans les mois qui viennent, je crois que c'est en mai. Donc voilà, le week-end de mai, on va se retrouver tous ceux qui peuvent. Ce sera pas forcément tout le monde, ce sera une grande partie. Accessoirement, l'entreprise, on n'en a même pas parlé, mais à la base a été fondée par des Argentins. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de Buenos Aires. Il y a des bureaux à Buenos Aires. Et donc j'ai eu la chance de faire un onboarding tour pour aller rencontrer pas mal de gens. Surtout qu'à l'époque, l'équipe était différente. Et mes 2 seuls collègues dans l'équipe étaient à Buenos Aires. Donc on était une équipe de 3, donc 2 Argentins. Donc on s'était vraiment retrouvés là-bas. Et puis, il y a aussi les différentes conférences, c'est-à-dire que moi, je vais essayer d'aller, je vais même être speaker à l'ETHCC ou à la DEFCON. J'ai beaucoup de mes collègues qui vont également aller à l'ETHCC, à la DEFCON ou à la DEFCONNECT, et du coup, on va se retrouver. Donc, il y a aussi des petits regroupements de membres d'Open Zeppelin qui se font lors de ces opportunités autour de conférences scientifiques. Ok, très cool. Je te propose de conclure, Adrien. Merci d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que toi, tu es développeur, mais tu as réussi à trouver des analogies pour essayer de faire comprendre les concepts, parce qu'on peut vite aller dans la technique. Donc, merci à toi. Est-ce que tu vas ajouter un dernier petit mot? Je sais pas, est-ce que tu as une référence ou quelque chose que tu souhaiterais partager, ou un petit mot? Référence, je sais pas, mon petit mot, c'est j'essaye à mon niveau d'essayer de. Si, il y a une référence, il y a un tweet qui a circulé là, il y a quelques temps qui, pour moi, était très parlant parce qu'il distinguait un schisme que je vois dans la communauté Ethereum entre 2 groupes qui nommaient le groupe des casinos et le groupe des computers. Et vous pouvez retrouver ça, vous verrez sur mon Twitter, je l'ai retweeté. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que dans cet écosystème, il y a 2 grands groupes de personnes. Il y a ceux qui sont vraiment attirés par l'aspect casino, par le gain, par les opportunités d'investissement, par une forme de hype. Et ces gens-là sont très visibles sur les réseaux sociaux et ils prennent un peu le dessus, je pense, sur le reste de la communauté. Et c'est souvent à eux qu'on fait référence quand on parle de l'écosystème blockchain dans les médias traditionnels. Et à côté, il y a les computers. Les computers, c'est des gens peut-être plus discrets qui s'intéressent pas forcément à la valeur des assets. Et pour certains, c'est mon cas en tout cas, sont déçus de l'hyper-financiarisation de cette technologie parce qu'on pense que ça permet de faire autre chose que juste des assets financiers. Et on essaye de construire une technologie parce qu'on croit fondamentalement que les apports de cette technologie permettent de créer de nouveaux moyens d'interaction entre les individus. Et on pense que ça va apporter du mieux pour la communauté. Et on pense parfois que la financiarisation n'apporte pas du mieux pour la communauté. Et donc moi, à mon niveau, déjà, je me revendique comme étant un membre de la deuxième partie, mais j'essaye d'inviter les gens à dépasser des fois ce schisme, et notamment si vous avez des auditeurs qui sont vraiment dans la première catégorie et qui sont dans la blockchain parce qu'ils sont rentrés dans le communauté d'investissement et qui s'intéressent à la valeur des assets, c'est
très bien, je vais pas leur reprocher ça. Je les invite à essayer aussi de regarder au-delà de ça. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Comment ça évolue? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'autre? Et voilà, je vous remercie de mettre en avant un profil comme le mien aujourd'hui, pour essayer d'expliquer qu'il y a beaucoup plus ça, il y a beaucoup de recherches fondamentales dans la blockchain, il y a des gens extrêmement brillants qui travaillent sur l'évolution de cette technologie. Et moi j'espère que ça va aller au-delà de juste ce que c'est actuellement. Et, et, et donc voilà, j'aimerais atteindre le plus grand nombre et leur montrer qu'il n'y a pas que des NFT, il n'y a pas que des spéculateurs, il y a aussi autre chose. Et pour convaincre le grand public, il va déjà falloir convaincre la communauté en interne, je pense. Donc voilà, ma recommandation, c'est si vous faites partie de la première catégorie, je n'ai rien contre vous, mais je vous encourage très fortement à essayer d'apprendre ce que c'est que la blockchain plus en profondeur, de regarder les détails techniques, des choses que j'ai pu toucher un petit peu dans cette interview, mais il y a tellement plus de choses à regarder. Regardez ce que c'est que les différentes ERC, les différents EIP, quelles sont les évolutions de la blockchain, peut-être que certains n'étaient pas là au moment de la proof of work. Moi, j'ai vu le changement de la proof of work à la proof of stake au moment de The Merge. Quelque chose qui, pour moi, était extraordinaire. Et il y a d'autres évolutions qui vont venir, le passage over country. C'est peut-être des choses un peu difficiles à appréhender pour quelqu'un de non technique, mais ça va ouvrir des opportunités incroyables vis-à-vis des stateless clients. Donc, intéressez-vous à tout ça, je vous en prie. Et si vous avez des questions, eh ben, je serai heureux de pouvoir rediscuter de ça. Il y a plein de ressources sur Internet, sur YouTube, notamment des vidéos de conférences. Yes, l'appât du gain versus la passion. Et merci pour ce beau message. Ouais, et puis je ne sais pas quand sera diffusée cette interview, mais on est à un moment où ces derniers jours, ça a été de la folie. Bitcoin est en train de se rapprocher de son all-time high. On entre dans un nouveau bull market. Moi, j'ai vu plusieurs cycles. Et je remarque que quand les prix montent, on a beaucoup d'entrants, on a beaucoup d'excitation, on a beaucoup de discussions. Et c'est pas toujours au profit de la technique. Et souvent, en fait, les fondamentaux de la blockchain se développent beaucoup plus quand le marché est morose, parce que les gens se reconcentrent sur les fondamentaux. Et donc, je sais que c'est un peu pieux, mais j'espère que les gens qu'on va faire rentrer dans ce nouveau cycle où tout le monde va être captivé par la hausse des prix, dont je vais profiter également, hein, je vais pas vous mentir, mais j'espère que les gens qui vont rentrer vont aussi également regarder ce qui s'est fait pendant le bear market et ce qui se fera pendant les bear markets à venir. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu parlais, c'est intéressant, est-ce qu'il y a un cas d'usage de la blockchain en particulier qui retient ton attention? Est-ce que tu as envie d'en dire plus là-dessus? C'est compliqué aujourd'hui. Vraiment, c'est vrai qu'un cas d'usage qui m'intéresse, qui n'est pas financier, moi j'aime beaucoup POAP, mais bon, ça reste des NFT, ça va pas changer le monde. J'ai beaucoup travaillé sur des outils de gouvernance, notamment OpenZeppelin, pour qu'on pose des contrats pour faire de la gouvernance. Mais ça reste... Je pense que le vrai cas d'usage... Par exemple, le Web 2 a vraiment explosé avec l'apparition de Facebook et des réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant, qui a émergé à la fin des années 2000, début des années 2010. J'espère que la technologie blockchain permettra des nouveaux cas. C'est quelque chose qu'on n'envisageait pas avant. En 2000, vous parlez d'un réseau social, les gens n'auraient jamais compris. Mais j'espère qu'il y a un cas d'usage qui va émerger dans les années à venir, qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir, mais qui sera une évidence pour nos enfants, et qui n'aurait pas pu exister sans la blockchain. Et je ne sais pas ce que c'est. Si je savais ce que c'est, je serais en train de le construire. Et comme je ne sais pas ce que c'est, j'essaie de construire des outils qui permettront l'émergence de ce nouveau cas d'usage. Ouais, on les trouvera naturellement. Il y a à un moment donné de la tech qui va rencontrer ses business cases et bam, ça va faire des. Voilà. Mais je serais dévasté si ça s'arrêtait au NFT. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Adrien. Ce sera le mot de la fin et c'était un super moment. Je te remercie. Voilà, merci beaucoup.